Bien, alors, c'est moi qui ai défini cette question comme étant celle que je me proposais d'étudier pour vous présenter une réflexion. Je la trouve, comme celle qui vient d'être abordée par Claude, centrale dans la philosophie. Pense-t-on contre le corps ou avec lui? J'aurais pu dire, pense-t-on contre le corps ou par lui? Le avec est opposable au contre, mais une autre question surgit, c'est est-ce que c'est le corps qui pense, ce qui peut être le choix de philosophes qu'on appelle monistes, ou est-ce qu'il faut poser un autre principe que le corps pour être l'auteur de la pensée? Alors, voilà la question que j'envisage d'explorer, et je voudrais le faire dans la limite des 3/4 d'heure. Hein, il est moins 25, donc je vais essayer de tenir le temps. Je vais d'abord faire quelques considérations préliminaires de vocabulaire. En philosophie, la réflexion sur le corps, le plus souvent impliquée dans l'étude du rapport entre le corps et la pensée, a été centrale pratiquement depuis l'origine de la réflexion philosophique. Platon en est évidemment l'exemple type, mais aussi, après lui, bien d'autres, Aristote, Épicure et Lucrèce, Descartes et Spinoza, Diderot, et puis on pourrait continuer jusqu'à, par exemple, Jean-Pierre Changeux, qui est neurologue et qui a écrit un livre qui a fait à la fois scandale pour certains et qui a été très bien accueilli par d'autres, qui s'appelle L'homme neuronal. Bon, Changeux se réclame de la tradition moniste, dite aussi tradition matérialiste, si on entend par matière, non pas seulement la matière inerte, mais une matière qui, dans les différents degrés de son organisation et de complexification, peut inclure la matière organique, peut inclure la matière pensante, etc. Donc effectivement, on voit que, en gros, de Platon jusqu'à Jean-Pierre Changeux, on a la permanence d'une réflexion. Alors, au cœur de la réflexion, il y a une interrogation majeure qui est la suivante. La pensée, entendue comme activité spécifiquement humaine, relève-t-elle d'un principe différent du corps et qui s'opposerait à lui, ou témoigne-t-elle d'une certaine organisation du corps lui-même? Au dualisme devenu classique entre le corps et l'esprit, voire entre le corps et l'âme selon les terminologies adoptées, parce que certains disent âme, d'autres disent esprit. Je rappelle que, par exemple, chez Descartes et chez Spinoza, c'est surtout en latin, quand ils écrivent la philosophie en latin, le mot mens, M-E-N-S, mens mentis, qui est utilisé. Mens mentis, on peut traduire ça par âme, on peut traduire ça par esprit, avec à chaque fois des connotations différentes. Il est clair, par exemple, que le mot âme a des connotations plus proches de la religion, mais le mot esprit aussi a ses connotations, mais il s'agit de savoir ce qu'on entend par âme. Âme, ça peut être quelque chose qui anime, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui a une dimension corporelle. Donc, effectivement, là, il y a des questions de vocabulaire qu'il faut prendre en considération. Alors, je voudrais, à titre de préalable, faire une remarque sur l'opposition dite classique entre dualisme et monisme. Monisme, mono, un seul principe explicatif. Mais de quoi parle-t-on? Prenons un philosophe moniste matérialiste, comme Diderot, comme Marx, comme Démocrite, comme Épicure, comme Lucrèce. Il est clair qu'il sait très bien, ce philosophe, qu'une émotion, par exemple le fait que je rougisse par timidité, est tout à fait différente d'une pensée. Ou quand j'ai une pulsion de colère, c'est quelque chose qui est distinct d'une réflexion distanciée, etc. Donc là,
un moniste matérialiste sur le plan de l'être, sur le plan ontologique, peut très bien admettre le dualisme que j'appellerais un dualisme fonctionnel. Lucrèce, d'ailleurs, quand vous lisez son texte De Natura Rerum, où il exprime en fait les pensées de l'épécurisme, distingue tout à fait bien les deux choses. Une chose est d'être ému, autre chose est de penser. À tel point que parfois, pour penser, il faut savoir maîtriser ses émotions. Bon. Il ne faut pas que les pensées soient uniquement filles du vécu, sinon elles n'ont pas d'autonomie et d'indépendance. Donc, on peut être moniste, matérialiste sur le plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de l'être, tout en reconnaissant le dualisme des fonctions. Ça, c'est quand même très important à rappeler. Parce que sinon, on va être prisonnier de l'idée que pour comprendre l'autonomie de la pensée, il faut forcément poser un principe substantiel qui en serait le fondement. À quoi Lucrèce répondrait non. On peut poser un principe substantiel unique, mais qui a plusieurs étages de fonctionnement et qui peut se différencier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut expliquer la pensée par un principe substantiel corporel, organique, matériel, si vous voulez. On n'a pas besoin, pour expliquer la pensée humaine, de poser nécessairement une dualité des principes ontologiques. Il suffit de penser la matière, par exemple comme le fait Diderot, prenant le contre-pied des matérialistes mécaniques du XVIIIe siècle, penser la matière d'une telle façon, dans son organisation, qu'elle rende possible la pensée. Donc, vous voyez, la distinction monisme-matérialiste doit être comprise avec deux niveaux de réflexion et de mise en œuvre. Alors, je dis cela parce que souvent, on tend à simplifier à l'extrême les choses. Alors, maintenant, entrons in medias res, maintenant qu'on a distingué, disons, si vous voulez, le dualisme substantiel et le dualisme fonctionnel, voyons comment a pris corps l'idée, c'est le cas de le dire, a pris corps l'idée que le corps pourrait être un obstacle à la pensée. Alors évidemment, comme l'a rappelé tout à l'heure Claude, on peut se tourner vers une lecture de Platon, et sans doute vers une lecture du Phédon, mais bien d'autres textes. Alors, quand Platon fait remarquer que le corps peut conduire l'âme, en quelque sorte, à s'aliéner à lui, à être cloué à lui, ce qu'il met en évidence, effectivement, c'est que le corps peut être soit un tombeau de l'âme, une sorte de geôle, une sorte de prison, soit, au contraire, le support à partir duquel, effectivement, l'âme peut réfléchir. Bon, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait dans le corps une capacité de distanciation qui ferait que, par exemple, dans ma vie, je ne juge pas uniquement des choses à partir de la façon dont elles m'affectent. La présupposition du philosophe, c'est qu'on soit quand même capable de juger des choses autrement qu'à partir de la façon dont elles m'affectent. Je peux avoir une amende parce que je grille un feu rouge, mais je ne vais pas hurler pour autant. Je suis affecté par l'amende, mais par ailleurs, si je réfléchis et je comprends qu'il faut bien qu'à un croisement, il faut une alternance des flux de voitures, sinon c'est le péril pour la vie des gens, j'admets par pure raison que l'amende est justifiée, même si elle me casse les pieds, parce qu'il va falloir que je débourse et que je perde un point, etc. Donc effectivement, la question de la capacité de distanciation par laquelle l'esprit manifeste son indépendance peut être ici pensée. Mais quand on lit attentivement Platon, et notamment le Phédon, on remarque que ce n'est pas tant le corps qui l'incrimine que la complicité de l'âme avec le corps. C'est-à-dire qu'effectivement, une chose est l'impulsion du corps, autre chose est le fait que l'âme cède à cette impulsion et ne juge des choses qu'à partir, en quelque sorte,
de ce qui lui vient du corps. Alors, on a un énorme paradoxe dans le Phédon, c'est que donc Socrate va mourir et il passe son temps à consoler ses amis de sa mort prochaine en leur disant « Mais attendez, c'est pas grave, je vais mourir, mais c'est formidable, mon âme, qui est le principe de mes pensées, va se séparer de mon corps, elle va envoyer promener le corps, donc elle va pouvoir penser réellement. » Mais peut-on prendre ce discours au pied de la lettre? Qu'y a-t-il à penser quand on est mort? Est-ce qu'il n'est pas paradoxal de dire que c'est au moment de la mort que, effectivement, on peut penser le mieux parce que l'âme est désentravée par rapport au corps? Alors, il faut passer à un autre niveau d'interprétation, pratiquer un peu d'herméneutique. En réalité, ce que Platon veut peut-être exprimer là, c'est un cas limite, à savoir que l'âme, qu'on va définir pour l'instant comme le principe fonctionnel de la pensée, doit travailler à s'autonomiser du corps et que, effectivement, le cas limite asymptotique de ce travail d'autonomisation de l'âme par rapport au corps, c'est la mort, puisqu'effectivement, au moment de la mort, il y aurait, selon la reprise d'un mythe orphique, une séparation de l'âme par rapport au corps. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si Platon, qui est quand même un philosophe rationaliste, fait sienne les représentations religieuses de l'orphisme et croit vraiment, par exemple, à l'immortalité de l'âme qui, grâce à la métempsychose, méta, au-delà, psychose, le cheminement d'une âme qui se retire d'un corps pour se réinvestir dans un autre corps, etc. C'est ce qu'on appelle la réincarnation et le cycle indéfini des réincarnations. Lisez le livre 10 de la République, où Platon évoque le fameux mythe d'Air le Pamphilien qui fait une peinture et un récit commenté de cette affaire. Alors, l'âme peut-elle effectivement être considérée comme déliée du corps lorsqu'elle pense? C'est toute la question. En fait, ce que veut dire Platon, je crois, et là, ce n'est pas très difficile à admettre, c'est qu'il ne faut pas tant que l'âme nie le corps, plutôt qu'elle soit capable de tenir à distance les affects corporels, les affects sensibles, immédiats, pour penser. Parce que ce qui se pense est de l'ordre de l'intelligible, et cet ordre de l'intelligible est évidemment distinct de ce qui est de l'ordre du sensible. Dès lors, effectivement, il y a quelque chose là à comprendre dans le message de Platon. Je maintiens cette formulation, ce n'est pas tant le corps que Platon incrimine que la captivité de l'âme par rapport au corps, mais cette captivité, l'âme en est responsable dès lors qu'elle ne fait pas effort pour s'affranchir des contraintes du corps. Alors, je voudrais vous lire un tout petit texte, deux petits extraits, je ne vais pas passer mon temps à vous lire du Platon, mais c'est quand même intéressant. C'est le moment où Socrate, qui va mourir, donc il doit boire la ciguë, il ne va pas boire la ciguë enchaînée, se fait ôter sa chaîne. Voici, dans la traduction de Monique Dixot, édition Garnier-Flammarion, pages 205 à 206, du Phédon, c'est en 60b et c, référence du texte grec, ce que Platon écrit. Socrate se redressa alors pour s'asseoir sur son lit, replia la jambe, donc on vient de lui retirer sa chaîne, se mit à la frotter longuement de la main et tout en la frottant dit « Quelle chose déconcertante, mes amis, semble être ce que les hommes appellent l'agréable. Et quel étonnant rapport sa nature entretient avec ce qu'on tient pour être son contraire, le pénible. En l'homme, aucun des deux ne consent à coexister avec l'autre. Mais si on poursuit l'un et qu'on l'attrape, on peut presque dire qu'on est obligé d'attraper toujours aussi l'autre. Dans ma jambe, à cause de la chaîne, il y avait le douloureux.
et à présent, c'est l'agréable qui vient à sa suite. » Fin de citation. Que veut nous dire Socrate, Platon? Que les affects sont relatifs, que, étant engagé dans un devenir, l'homme peut tour à tour éprouver de la douleur et éprouver du plaisir, ne serait-ce que par la suppression de la douleur. Qu'est-ce que le plaisir, sinon la disparition d'une tension qui pouvait provenir, par exemple, d'un désir plus ou moins douloureux à vivre ou à assumer? Alors, quel est le but de Socrate-Platon? C'est clair, me semble-t-il, si je veux risquer une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation, c'est de dire, voyez, dans la vie, ce qui nous affecte est tout à fait relatif. Mais dès lors qu'il s'agit de penser, pensons le cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? C'est, dit Platon dans la lettre 7, le lieu géométrique des points équidistants d'un même point appelé centre. Définition entièrement intelligible. Et Platon ajoute, le cercle, en son idée, en sa forme idéale, est tout à fait distinct de la rotondité de la Lune ou de la rotondité de cette assiette blanche, etc. Donc une chose est l'image sensible d'un objet rond, autre chose est le concept de cercle. D'ailleurs, Kant réfléchira beaucoup sur la différence entre l'image et le concept lorsqu'il dira on peut, avec un schème, produire une image avec une méthode de construction. Par exemple, le schème du cercle, c'est je fiche un petit bout de bois, un piquet dans la terre, je tends une corde, et avec cette corde, au bout de cette corde, je mets un autre bout de bois, et je trace sur la terre un cercle. Ou plus simplement, j'écarte les branches d'un compas et je visse l'écartement pour qu'il reste constant, et je dessine un cercle. Donc là, j'ai un schème qui dessine une image sensible, mais cette image sensible ne fait que me donner une représentation de ce qui est en soi intelligible, à savoir le cercle comme figure qui se définit comme le lieu géométrique des points équidistants d'un même point appelé centre. C'est cela que l'âme doit saisir. L'âme saisit quelque chose qui lui est homogène et qui est intégralement intelligible. L'intellect, nous, par la noésis, l'intellection, saisit quelque chose qui lui est homogène et qui est effectivement cela qu'il faut atteindre quand on est philosophe, c'est-à-dire qu'on aime la sagesse et qu'on a compris que pour construire une sagesse, Sophia, philosophia, pour construire une sagesse qui soit à la fois une sagacité pratique, un art de vivre, et une sagesse théorique, c'est-à-dire une compréhension du réel, eh bien pour construire la sagesse, il faut effectivement s'élever à la compréhension des intelligibles. Et pour faire cela, il faut dans un premier temps mettre entre parenthèses les données sensibles. Mon corps me donne à voir le spectacle du monde. La rame plongée dans l'eau, disait Sextus Empiricus, fondateur du scepticisme antique, paraît brisée. Ça sera repris par Descartes dans l'illusion du bâton brisé. Mais qui trompe? Est-ce la rame? Non. La réfraction des rayons lumineux varie selon le milieu traversé. Et donc l'illusion d'optique qui fait que la rame paraît brisée là où elle pénètre dans l'eau, ce que disait déjà Sextus Empiricus et ce que reprendra Descartes, cette illusion d'optique tient effectivement à une illusion de perspective. Et si nous voulons savoir, c'est la raison qui doit parler la première, comme dirait Kant. Et c'est la raison qui me fait dire, ben non, le bâton n'est pas brisé. Et ce n'est pas en sortant la rame que je me rends compte qu'il n'est pas brisé, parce que pourquoi ferais-je plus confiance? Ça, c'est la réponse de Descartes à l'objection empiriste. Pourquoi faire plus confiance au témoignage du toucher qu'au témoignage de la vue? C'est ma raison qui me dit
que la rame n'est pas brisée, parce que c'est l'indice de réfraction des rayons lumineux qui explique cela. Alors, je ne dis pas qu'il y a tout ça chez Platon, mais dans cette relativisation des affects corporels, il y a la volonté de rappeler ce qu'est l'ordre sui generis de la pensée. La pensée, dans son ordre sui generis, suppose une mise à distance de l'influence des affects corporels qui tendraient à entraîner des pensées esclaves du vécu, esclaves du hic et nunc. Et c'est cela que veut dire, je crois, Platon, pour comprendre en quoi, non pas le corps peut être une entrave à la pensée, mais en quoi la fascination du corps peut nous détourner de la pensée authentique en tant qu'elle vise l'intelligible. Un second extrait, très célèbre, va nous permettre d'asseoir cette analyse. Voici ce qu'écrit à nouveau Socrate-Platon. Je dis Socrate-Platon parce que vous savez bien que Socrate, c'est le porte-parole de Platon dans les dialogues. Donc c'est dans le Phédon. On est en 83 CD, traduction Monique Dixot, Garnier-Flammarion, page 249, 250. Je lis. Lorsqu'on a ressenti la violence d'un plaisir ou d'une peine, d'une peur ou d'un appétit, le mal qu'on subit en conséquence n'est pas tellement celui auquel on pourrait penser. La maladie ou la ruine qu'entraînent certains appétits, par exemple. Non, le plus grand de tous les maux, le mal suprême, on le subit, mais sans s'en rendre compte. En quoi consiste-t-il, Socrate, dit Cébès ? En une inférence inévitable qui s'impose à toute âme d'homme au moment où elle éprouve un plaisir ou une peine intense. Une inférence, comme vous le savez, c'est une sorte de raisonnement par déduction. Inférer quelque chose, c'est de dire il y a telle chose qui se produit, eh bien ça implique ceci. Bon, alors, quelle est cette inférence ? Elle est conduite, l'âme, alors c'est l'âme qui est conduite à quoi ? Elle est conduite à tenir ce qui cause l'affection la plus intense pour ce qui possède le plus d'évidence et de réalité véritable, alors qu'il n'en est rien. Voilà l'illusion que dénonce Platon. Mais qui est responsable ? Le corps ? Non. C'est l'âme qui, naïvement, en tenant la vivacité ou la force de l'affect qui se produit sur elle, tient cela pour une preuve de vérité, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, il y a confusion, je confonds ce qui m'affecte et ce qui est en soi. Je continue la lecture. Or, ces objets-là sont par excellence ceux qui se donnent à voir, tu ne penses pas. Donc c'est l'ordre du visible. Or, n'est-ce pas quand elle est ainsi affectée qu'une âme est le plus étroitement enchaînée par son corps ? L'âme est enchaînée par son corps quand elle est affectée par la vivacité des impressions sensibles, des affections. Que veux-tu dire ? Demande Cébès. Ceci. Et la formule tombe, elle est très forte. Chaque plaisir, chaque peine, c'est comme s'il possédait un clou avec lequel il cloue l'âme au corps. Or, l'âme clouée au corps, c'est quoi ? C'est l'âme qui abdique sa puissance sui generis de son ordre propre, sui generis, c'est-à-dire une puissance originale, qui est celle de penser. Et pour penser, il faut non pas nier les affects, mais se délier soi-même des affects pour être capable de comprendre leur mode de production. Comme fait Descartes quand il dit « Je comprends que si je perçois le bâton plongé dans l'eau comme brisé, c'est parce que les rayons lumineux, l'indice de réfraction des rayons lumineux n'est pas le même dans l'eau et dans l'air et que, par conséquent, c'est une raison que je donne. C'est une raison qui me fait comprendre ce qui se passe. » Donc, vous le voyez, ce n'est pas le corps lui-même, par sa corporéité, qui entrave l'âme,
Et ce que Socrate, Platon ne cessent de préconiser pour que s'accomplisse la fonction philosophique, c'est la mise à distance radicale de toutes ces choses qui nous affectent dans l'ordre visible. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je l'ouvre avant de finir la lecture de cet extrait. Comment commence le livre 7 de la République, c'est-à-dire ce qu'on appelle rituellement l'allégorie de la caverne? Ça commence comme ça. Représente-toi de la façon que voici l'état de notre condition, à nous les hommes, quant à l'ignorance et à l'instruction. Donc là, il y a la mise en place d'une visualisation, d'une image, d'une allégorie, de tout. On dit souvent allégorie de la caverne, d'autres fois on dit mythe de la caverne, mais ça veut dire que là, étrangement, et ce n'est pas une contradiction chez Platon, Platon tient un discours qui passe par une image, mais un discours qui passe par une image avec pour finalité de se déprendre de l'image. On dépeint la condition humaine comme celle d'un être qui est dans une caverne. Nous sommes dans la caverne. Aujourd'hui encore, on est dans la caverne. Quand on regarde la télé, on est dans une caverne audiovisuelle. C'est le monde des apparences qui parle par la bouche le plus souvent des journalistes. C'est comme les gens qui tiennent les montreurs de marionnettes là au fond de la caverne. Donc, effectivement, chaque plaisir, chaque peine est une sorte de clou qui fixe l'âme au corps et l'âme en arrive alors. Alors, attendez, pardon, il ne faut pas que je saute cette formule. Donc, le plaisir et la peine clouent l'âme au corps et lui donnent une forme qui est celle du corps. Alors là, vous voyez où on en arrive. Le corps, c'est l'homme. Alors que dans Alcibiade majeure, Platon dit exactement le contraire. L'homme, c'est l'âme. C'est-à-dire l'homme, c'est l'intellect. L'homme, c'est celui qui a la puissance de penser. Comme dira Aristote, l'excellence propre de l'homme, arrêté en grec, c'est sa vertu propre, c'est la pensée. La noésis, si on désigne ça comme l'activité pensante, ou l'œuvre du nous, si on désigne ça comme l'œuvre de l'intellect. Eh bien non, ce n'est pas le corps qui est l'homme, c'est l'âme. Et dans Alcibiade majeure, quelle est l'image qu'on peut donner de cette âme? Eh bien, c'est un miroir, mais pas un miroir passif, un miroir actif. Si je prends quelqu'un parmi vous que je regarde fixement et que son regard rencontre le mien, qu'est-ce que je vois dans la pupille de la personne qui est en face de moi? Je me vois moi-même en train de parler, de penser tout haut. Et je vois l'autre personne en train de me regarder, c'est-à-dire de penser. C'est-à-dire je me vois pensant dans un être qui pense et qui me renvoie l'image de ce qu'est l'homme, un être en train de penser. Forme progressive, pour marquer que c'est bien une activité pensante qui est en jeu. Voilà Platon. Voilà ce que veut dire, me semble-t-il, Platon dans ce travail de relativisation. C'est dans Alcibiade 130c qu'à la question « Qu'est-ce que l'homme ?», Socrate répond « L'homme, c'est l'âme ». Et ce qu'il entend par l'âme, c'est l'intellect. Et le notice auton, connais-toi toi-même, la fameuse devise qui figurait à l'entrée du temple de Delphes, marque bien l'exigence proprement philosophique. Je me connais moi-même non pas par une introspection subjective, comme lorsqu'ayant rencontré une belle personne, je me dis est-ce que je l'aime ou est-ce que c'est simplement passager, est-ce que je l'aime d'amour, est-ce que je la désire ou quoi? Ça, c'est une introspection subjective, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le notice auton. C'est une auto-élucidation par l'homme de ce qu'il est fondamentalement, un être pensant, et qui, pour penser, doit être capable de faire un partage entre ce qui se présente à lui et qui n'est qu'apparence, et ce qu'il est capable de penser, effectivement, lorsqu'il met en œuvre la puissance effective de l'intellect.
Et on comprend pourquoi il y a une sorte d'extrapolation de cette idée que l'âme pense d'autant mieux qu'elle est à distance du corps, avec comme cas limite asymptotique, elle pensera bien le jour où l'homme sera mort, sauf que ça, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre. C'est plutôt un idéal asymptotique, comme dirait Kant, qu'il ne faut surtout pas attendre, il ne faut surtout pas mourir. Mais Socrate console ses copains en leur disant « Vous inquiétez pas, je vais penser encore mieux quand je serai mort ». C'est peut-être pas ça qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, tendanciellement, la vie de la pensée est un exercice de mort. Melete tanatu, prendre soin de s'exercer à mourir, c'est-à-dire non pas à se tuer soi-même, à se suicider, mais de s'exercer à tenir à distance le spectacle des choses visibles, lieu de l'illusion, de telle façon que ma pensée en soit effectivement affranchie. Voilà comment, me semble-t-il, on peut interpréter la question, la question de, enfin, la thématique platonicienne du corps comme obstacle, mais il faut conclure tout de suite que ce n'est pas le corps que Platon condamne. Et tout à l'heure, je ne vais pas être redondant par rapport à ce qu'a dit Claude, Claude a parlé du corps comme signe. Effectivement, il y a une ambivalence parce que le corps, c'est soma, le corps, c'est soma sema, c'est à la fois le tombeau et le signe. Mais le corps, effectivement, lorsqu'il est expressif de ce que je suis, peut être expressif aussi de quelque chose de fondamental. Quand je suis pensif, comme le penseur de Rodin, et que j'observe attentivement quelque chose, je suis dans l'attitude de quelqu'un qui pense. Bon. Alors, voilà le premier éclairage. Deuxième éclairage, est-ce qu'on peut soutenir que l'intellect est vraiment séparé, qu'il est vraiment séparé du corps? Alors là, on va, non pas faire l'histoire de la philosophie, mais on va se tourner vers Aristote, qui part des différentes fonctions qu'on peut attribuer à l'âme. Péripsukès, à propos de l'âme, quelles sont ces fonctions? Alors, évidemment, comme vous le savez, pour Aristote, l'âme est un principe de vie. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une parenté très, très forte avec l'idée du souffle. Pneuma veut dire le souffle, mais psuche aussi, à quelque chose qui renvoie à et spiritus, en latin, au sens propre, c'est le souffle. C'est la respiration. De quelqu'un qui meurt, on dit il a rendu l'âme. Ou de quelqu'un qui meurt, on dit il a expiré. Il a rendu son dernier souffle. Donc il y a cette idée, alors qu'on retrouvait notamment chez les stoïciens, que le pneuma, c'est le souffle ligné, qui est un souffle chaud, est principe de vie. Et principe quasiment matériel, parce que l'air chaud qui est en jeu a une consistance matérielle. Elle n'est pas immatérielle. Alors, pour Aristote, il considère qu'il y a trois fonctions, fonctions végétatives, sensitives et cognitives. Alors, la fonction végétative et la fonction sensitive, elles sont effectivement en jeu dans l'âme comme principe qui anime le corps. Mais la question que Aristote pose, c'est quel est le statut de l'âme pensante? C'est-à-dire quand on passe à la troisième fonction, c'est-à-dire la fonction de la pensée. Alors, c'est là que la question du débat entre monisme et dualisme ressurgit. Quand on veut penser l'originalité de la fonction intellectuelle, on peut être tenté de la thématiser, comme Platon, comme strictement séparée des autres fonctions, et comme étant en jeu dans un autre principe, quasiment au sens ontologique. Mais Aristote, lui, est très embarrassé parce que j'ai relu le Péripsukès, le traité de l'âme d'Aristote, et je dois dire que ça m'a laissé un tout petit peu perplexe. Que dit Aristote ? Il dit que
la pensée ne pourrait reposer que sur un genre de l'âme tout différent, dont il envisage que seul il puisse être séparé du corps comme l'éternel est séparé du corruptible. N'oubliez pas que chez Aristote, il y a deux sphères dans le monde. La sphère des choses qui sont soumises à génération et corruption, qui naissent, se développent, puis meurent, disparaissent, génération et corruption. Et la sphère des choses éternelles et incorruptibles. C'est ainsi d'ailleurs qu'il en vient à penser que les étoiles, que les astres, que le monde supralunaire est d'une essence distincte du monde sublunaire. C'est cette dichotomie que d'ailleurs à laquelle mettra fin Galilée en disant mais non, la matière des astres est tout aussi corruptible que la matière de la Terre, etc. Bon, laissons ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est évident chez Aristote, c'est qu'il y a un caractère un peu problématique de l'hypothèse de la séparation de l'âme par rapport au corps quant à la question de la fonction de la pensée. Il dit que c'est un genre un peu différent, mais en même temps, il ne se résout pas à dire concrètement c'est complètement séparé. Il ne bascule pas vers une formulation complètement dualiste. L'âme est vivante, sentante et pensante, et ces trois fonctions sont si étroitement mêlées en l'homme, dans l'expérience vécue, qu'il peut sembler difficile de les dissocier. Comment faire face à la difficulté de concilier l'unité de l'âme et la thèse de la séparation réelle de l'âme pensante et du corps? Aristote, me semble-t-il, doute alors que l'on puisse dire sans réserve que l'âme est au corps, ce que le pilote est au navire. De l'âme, deuxième partie, 413a. Alors là, je vais laisser parler mon ami Pierre Guénantia, mon grand ami Pierre Guénantia ici présent, parce que le spécialiste de Descartes, c'est lui, et c'est lui qui va vous parler de, je crois, sauf erreur de ma part, de la comparaison de Descartes quand il dit « Je ne suis pas logé dans mon corps comme un pilote en son navire. » Seulement comme un pilote en son navire. Tu as raison vous voyez, il ne faut pas oublier l'adverbe. Bon, alors il vous expliquera pourquoi Descartes dit ça. Mais moi, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est cette approche-là, cette difficulté qu'il y a à penser effectivement le rapport du principe de la pensée d'une part, si on appelle ça âme ou esprit, mince ou anima, et du corps lui-même. Alors, je laisse le soin à Pierre tout à l'heure de faire l'analyse de cette distinction. J'avais prévu de le faire, mais je ne vais pas être redondant, ce n'est pas la peine. Et je vais passer à une autre thématique qui est intéressante, qui, je crois, nous permet, et puis je regarde l'heure bien, il faut que je m'arrête dans 5 minutes, donc pour respecter le timing, c'est ce que dit Aristote de la main. Parce que la main, c'est formidable. N'oubliez pas l'exemple de la main. Voici ce qu'Aristote écrit dans les parties des animaux. Écoutez bien. Ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent des êtres qu'il a des mains. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, l'être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d'outils. Or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. En grec, c'est organon pro organon, ce qu'on pourrait traduire par instrument, un instrument pour des instruments, ou un instrument qui permet de mettre en œuvre plusieurs instruments, ou encore un instrument qui vaut plusieurs instruments. Effectivement, avec ma main, je peux donner un coup de poing, je peux prendre un verre pour boire, je peux vous faire au revoir tout à l'heure. Bon, donc ma main, elle est un instrument multifonction. Et qu'est-ce qui fait que cette main peut faire ça? Sinon, en apparence, le commandement de ma volonté qui dit, ben voilà, bon, je vous dis au revoir, allez, je vous fais un petit signe sympa, salut, bonne chance, et réussissez tous le concours. La main, donc, n'existe comme organe
multiforme de préhension que parce que l'intelligence humaine, l'intellect, la pilote de cette façon. Alors, me direz-vous, est-ce que ce n'est pas contredit par André Leroi-Gourhan? Et je vais finir là-dessus parce que, bon, j'aurai pas le temps de tout évoquer, enfin d'évoquer tout ce que j'avais prévu, comme d'habitude d'ailleurs. André Leroi-Gourhan, notamment dans un petit article que vous trouverez sur Internet, parce que moi je l'ai en livre, mais j'ai découvert après en travaillant que vous pouvez l'avoir sur Internet, qui s'appelle « La libération de la main », qui est un article tout à fait intéressant, où André Leroi-Gourhan, qui est un paléontologue, un anthropologue, qui a travaillé sur le processus d'hominisation qui fait surgir l'Homo sapiens à travers la médiation de l'Australopithèque, de l'homme de Cro-Magnon, etc. Que dit Leroi-Gourhan? Il dit qu'à un moment donné, dans le processus évolutif, il est assez darwinien dans ses analyses, se produisent une série de mutations par lesquelles, de façon concomitante, l'homme se redresse. Donc mon ami Claude l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter, je le dis à toute allure, l'homme se redresse, la stature verticale, les bras, les mains cessent d'être des organes de locomotion, et donc les mains libérées, c'est ce que André Leroi-Gourhan appelle la libération de la main, sont capables de produire des outils. C'est le thème de l'Homo faber, mais est-ce que l'Homo faber existe parce qu'il y a d'abord l'Homo sapiens, ou est-ce que c'est l'Homo faber qui va développer l'Homo sapiens? À la limite, poser cette question n'a pas beaucoup d'importance. On peut constater simplement chez Leroi-Gourhan qu'il y a concomitance de l'émergence de l'Homo sapiens, de l'Homo faber, de l'Homo loquax, c'est-à-dire de l'homme qui parle, et peut-être, ajouterait-on, de l'Homo politicus, c'est-à-dire du zoon politikon, c'est-à-dire de l'homme qui vit dans des cités, c'est-à-dire en groupe. Et on comprend effectivement la simultanéité de ces quatre processus qui font advenir l'humanité dans sa spécificité différentielle. Si bien que lorsqu'Aristote dit « c'est parce qu'il est intelligent que l'homme a des mains », vous comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas tellement un rapport d'antériorité qu'un rapport que j'appellerais de conditions de possibilité. À quelles conditions ma main peut-elle être un organon pro-organon, c'est-à-dire un outil d'outil, à la condition que je sois Homo sapiens. Et je ne suis Homo sapiens, je ne suis Homo faber que parce que je suis Homo sapiens. C'est-à-dire que mes mains sont vraiment des mains, des organes de préhension multiformes, que parce que, effectivement, il y a eu cet ensemble de processus que décrit André Leroi-Gourhan dans ce court article, mais il faut lire Le geste et la parole, bien sûr, c'est un livre plus important, mais dans ce court article qui s'appelle « La libération de la main », il montre comment simultanément des mutations physiologiques du corps font que la face change, les canines deviennent beaucoup plus discrètes, le mufle n'existe presque plus, ou n'existe plus du tout, sauf que quand on veut injurier quelqu'un, on dit « t'es un vrai mufle ». On pourrait dire ça de quelqu'un qui manifeste du mépris dans ses propos. Ça existe aujourd'hui, même souvent au plus haut niveau de l'État. Mais effectivement, l'homme avec sa face, qui n'est plus un mufle, avec son regard, avec son langage, avec sa pensée, avec sa capacité de prendre avec les mains, effectivement, est advenu à travers un processus d'hominisation. Et cela ne donne pas tort à Aristote, mais c'est très intéressant pour la question du corps. Parce que ce que Leroi-Gourhan fait, c'est un travail d'analyse plus général que le travail d'Aristote, qui prend ça comme un exemple. C'est parce qu'il est intelligent que l'homme a des mains. Et on voit chez Leroi-Gourhan que la quadruple émergence de l'homme, Homo faber, Homo sapiens, Homo loquax et Homo politicus, est effectivement considérée, y compris à travers l'évolution du corps, la physiologie. Bon, voilà, je m'arrête là parce que je ne veux pas empiéter sur les 3 quarts d'heure et je vous remercie de votre attention.
Merci.